et bienvenue dans ma nouvelle émission qui va vous apporter des bonnes ondes et surtout qui va vous montrer que faire du business n'est pas forcément incompatible avec la spiritualité, avec le développement personnel, avec la bienveillance. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes et de personnes qui sont dans la spiritualité, qui ont du mal avec ça, qui ont du mal avec l'argent. J'en ai fait partie aussi. Maintenant, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont beaucoup touchée, et je me suis rendu compte que on pouvait aller rechercher chez eux en fait des choses qui pouvaient nous servir dans notre quotidien. Et comme je dis toujours, l'argent doit passer du côté positif. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, au final, on peut faire encore plus de bien autour de nous. Alors, je vais vous présenter dans cette émission des entrepreneurs justement qui m'ont inspirée. Et aujourd'hui, on va recevoir Valentin Oursou. Valentin a 22 ans. C'est un entrepreneur dans le digital, Chief Marketing Officer. Valentin est aussi millionnaire. Et aujourd'hui, il coach beaucoup de millionnaires pour leur faire péter leurs croyances limitantes et leur faire augmenter leur chiffre d'affaires. Bonjour Valentin. Bonjour Christelle. Donc Valentin, vous avez commencé extrêmement tôt. Alors moi, à chaque fois que je rencontre des gens autour de moi, et c'est d'ailleurs la première chose que je me suis dit en vous voyant, c'est Who is this fucking guy? Mais c'est qui ce putain de mec qui réussit, qui a 22 ans et qui cartonne, qui avance comme ça? Vous avez commencé donc très tôt, à 14 ans. Yes, exactement. Du coup, le démarrage et l'initiation, on va dire, dans le développement personnel était venu un petit peu par nécessité. Ouais. Parce que j'avais une énorme envie de changer quelque chose. Au début, c'était on va dire le style et le confort de vie. Et comme toute personne et surtout comme tout gamin, on part sur Internet et on cherche comment générer de l'argent. Parce qu'à l'époque, donc déjà vous veniez de Moldavie. Oui, donc je viens de Moldavie. Ouais. Je suis pas français. Je suis arrivé en France à 13 ans et quelques. Et c'était difficile. C'était pas facile. Je vais pas me plaindre parce que j'étais pas dans la rue, j'avais de quoi manger, mais c'était pas facile. Vous viviez avec votre mère? Oui, donc je suis venu avec ma mère, avec ma grand-mère. On habitait dans un petit studio dans le 16e. 26 mètres carrés, je crois. 6-7 mètres carrés, où il y avait même pas de toilette dedans. Ouais. C'était juste, on rentre, il y avait un lit et c'était tout. Et une douche à gauche. Et on était à 3 dedans. Et c'est à partir de là, vous vous êtes dit quoi, en fait? J'ai pas envie de rester dans la misère. L'histoire, elle est assez marrante. Ouais. Dans ces petits studios-là, il y a les plafonds, là, comme ça, à 45 degrés. Il y avait une grande fenêtre. Et une nuit, j'étais seul. Je regardais par la fenêtre et je me disais, mince, quelle ville, il n'y a pas d'étoiles. Et d'un coup, j'avais réalisé que s'il y a des étoiles, c'est juste que Paris est une ville très lumineuse, du coup, on va pas les voir. Mais si on change d'endroit, on va potentiellement les voir. Et c'est là où je me suis dit que peut-être dans la vie, c'est pareil. Si on change de positionnement, et si on y va dans d'autres environnements, peut-être il y aura un changement. Et je sais pas d'où je l'avais entendu, mais j'avais la phrase de Einstein qui me tournait dans ma tête, qui me disait la définition de la connerie, c'est faire constamment la même chose et s'attendre à des résultats différents. Du coup, je me suis dit bon, qui est-ce qu'on peut faire de différent? Et c'est là où la quête a démarré. Mais quand vous avez fait vos petites recherches sur Internet sur comment devenir riche à 14 ans, oui. Je crois que votre mère vous a un peu cassé direct. C'était l'histoire, on va dire, un petit peu la plus marquante, parce que elle était à côté de moi, et j'étais sur Internet, et j'avais tapé « Comment faire de l'argent sur Internet ?» Et elle a vu ça, et sa réaction, c'était, je me souviens des mots à mot, c'était « Tu crois en conte de fées ?» Tu crois au conte de fées? Ouais. Et c'était un peu violent. Un peu par honte, du coup, j'avais tout fermé, j'ai tout fermé l'ordi et tout. Et je me suis dit, bon, on va peut-être faire ça à un autre moment, quand on est tout seul. Mais il y avait de la honte et il y avait aussi de la colère par rapport à finalement peut-être votre entourage, vos profs qui vous bridaient et qui vous mettaient en fait dans une case, comme on aime bien mettre les gens dans des cases. Alors, j'avais pas pensé à ça. La colère, très bon point, mais c'est arrivé après. C'était au collège, surtout au lycée.
Non, sur le moment, il n'y avait pas de colère, il y avait juste de la honte et un peu de tristesse à me dire peut-être ça sera pas possible. Mmh. Déjà, le niveau de croyance n'était pas très élevé et alors le doute, ça n'aide pas. Alors à 15 ans, par contre, vous continuez malgré tout, hein, vous suivez votre chemin et vous vous rendez compte, c'est là où vous vous rendez compte que vraiment le développement personnel est quelque chose qui peut vous aider à avancer dans votre business, le développement personnel et spiritualité. Dans mes premières recherches, le premier truc que je me suis dit que j'allais faire, c'est monter des sites web. J'avais pris quelques leçons de codage quand j'étais en primaire et je me suis dit, je vais faire des sites web. Et ça m'a pris 6 mois pour trouver mon premier client. Et c'était pas beaucoup. J'avais vendu un site à 300 €. Mais ça m'a donné l'espoir que c'est possible. Et dans mes recherches, je suis tombé sur une publicité d'un monsieur qui s'appelle Ty Lopez, qui est un Américain. Et il avait une formation qui s'appelait 67 Steps, 67 pas. Et il la décrivait comme 67 pas vers la réussite de tout ce qu'on veut dans la vie. Et c'était 67 vidéos qui expliquaient un concept, un par un. Pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. En fonction de tes objectifs, bien sûr. À 67 €. 67 $, exactement. Dollars. Ouais. Et j'avais pris cette formation et c'est là où ça m'a... En piquant la carte de crédit, je crois, de votre beau-père. Oui, de mon beau-père. Parce que les 300 balles, je les avais finis déjà, du coup, je n'avais plus d'argent. Donc, en piquant la carte de mon beau-père, oui. Ça, c'est une autre histoire. Et cette formation-là, ça m'a permis de voir et de comprendre que tout est une question de mindset et de perception de la réalité. Ouais. Parce qu'il avait partagé plein d'histoires de plein de personnes qui réussissent et plein de ce qu'on appelait en anglais frameworks, des façons de voir le monde et de voir une sorte de modélisation, quoi. Oui, qui permet de réfléchir, de se poser des questions d'une manière différente. Et quand on se pose des questions de manière différente, on arrive à des réponses différentes. C'est à partir de là que vous avez commencé à réfléchir à la psychologie de la vente et comment le développement personnel peut vous aider à vendre des produits. Là, j'avais compris que à partir de ce moment-là, j'avais compris que la chose la plus importante, c'est son propre développement, et que notre revenu et notre niveau de vie va jamais grandir au-delà de qui nous on est. Et qui nous on est en termes de croyances, en termes de compétences, en termes d'expérience. Et donc, la quête après ça, c'était d'aller rechercher ces compétences, ces connaissances, et surtout les personnes qui allaient pouvoir m'aider à passer au niveau supérieur. Et ça m'a ouvert les yeux sur ce qui est possible, sur le fait que il y a des livres, il y a des formations, il y a des menteurs, il y a des séminaires, des organisations, on peut aller pour se former, pour se développer. Et la vente, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais c'est intéressant justement que du coup, à partir de là, en effet, un peu plus tard, vous êtes passé sur la vente et ce qui est souvent le gros problème en fait pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, c'est comment est-ce que je vais vendre ce produit? Est-ce que j'ai le droit de vendre tel produit? Est-ce que c'est bien? Comment est-ce que vous pouvez les aider là-dessus en fait? Alors, et m'aider aussi d'ailleurs. Je suis en train d'apprendre, c'est moi qui suis dans la spiritualité. C'est une question magnifique. Parce que un petit peu plus tard, là j'avais déjà mon major, c'était vers 18 ans et quelques. Ouais. J'avais rejoint ce qui était à l'époque la plus grosse entreprise de formation business pour les coachs et les thérapeutes. Ce qu'aujourd'hui s'appelle No Limit Impact. Et tout le but de cette entreprise, c'était d'aider les coachs et les thérapeutes à monter un business, à en vivre de ça. Parce que, effectivement, comme vous le dites, il y avait pas mal de problèmes là-dedans. On est un peu dans le rejet. Pas que. D'un monde trop ancré ou d'un formatage ou des choses comme ça, ouais. Ça, oui. Et les deux principaux blocages qu'on a observés chez les gens, c'était bien sûr, la question de légitimité. Ouais. Et le rapport à l'argent. Et le deuxième, et pour moi celui-là il est le plus important, c'est la peur d'être seul.
La peur d'être seul? Oui. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport argent, business et peur d'être seul? Et je vais aller plus loin. Je peux raconter une petite histoire sur comment je suis arrivé à cette conclusion? Carrément. Donc, j'ai démarré dans cette entreprise en tant que commercial et puis par la suite, donc j'avais vendu pour 250 000 en 5 mois. Et puis j'ai commencé à enseigner la vente à nos clients. Et j'écoutais leurs appels qu'ils avaient enregistrés et je voyais qu'ils savaient quoi dire, ils savaient comment le dire. C'est pas pour autant qu'ils le disaient. Surtout à la fin, quand on arrivait aux objections du prix, de soit c'est trop cher, soit je vais parler avec mon conjoint ou ma conjointe, soit laisse-moi réfléchir. Et surtout l'objection du prix, là, ça cassait tout le monde. Et un jour, je me suis dit, bon, on va s'arrêter et on va creuser un petit peu sur autre chose que la vente. Et j'ai commencé à creuser un petit peu sur pourquoi, malgré le fait que vous savez ce que vous avez besoin de dire, vous le disiez pas. Et on creuse. Et on creuse. Et à la fin, on arrive à peur de dire non. Peur de recevoir un non. Peur qu'on nous dise non, oui, en fait. Peur qu'on nous dise non. Et puis on creuse un petit peu plus loin sur c'est quoi le risque si on prend un non? Eh ben, c'est d'être seul, c'est d'être rejeté. Et pour moi, chez les thérapeutes, bien sûr, mais surtout dans le monde de l'entrepreneuriat par la suite, bon, les dirigeants, c'est un peu une autre histoire, mais que ce soit les managers ou dans les gens qui sont en une position de commercial ou même dans les équipes, cette peur de rejet et de solitude, elle impacte pas mal la performance. Parce que même s'ils savent quoi dire, même s'ils savent quoi faire, même s'ils sont formés et ils ont toutes les connaissances techniques, ils vont pas les faire. C'est comme si on a une Lamborghini, mais on n'a pas d'essence dedans. C'est comme si on a un très bon ordinateur, mais le système d'opération, c'est un Windows qui date de 2000. Est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi d'être jugé? Oui. Comme quelqu'un qui peut être vénal et que peut-être ça colle pas avec ce qu'on veut faire en tant que coach, donner, etc., faire du bien. Oui, il y a beaucoup ça. La notion et le conditionnement comme que l'argent c'est mal, comme que si on veut vraiment être quelqu'un de bien et si on veut vraiment donner, alors on n'est pas obligé de recevoir. Et la réalité, c'est que les gens, s'ils payent pas, ils vont pas être engagés. Parce que franchement, combien de ressources il y a sur cette terre aujourd'hui, gratuites, qui peuvent nous aider. Et cette émission, ce n'est la preuve. Ça coûte rien de regarder cette vidéo. Mais ça enrichit beaucoup. Oui. Et les personnes qui viennent à cette émission, je veux dire, ça coûterait une fortune d'avoir une interaction avec eux tête à tête pour pouvoir apprendre de leur expérience. C'est pas pour autant que tout le monde change et qu'ils arrivent à progresser. Alors vous avez fait passer donc des entreprises. Alors j'avais noté parce que moi je suis pas très chiffre, mais quand vous avez coaché une équipe de vente, vous l'avez fait passer de 50K à 100K en 6 mois. Oui. Vous avez fait augmenter à chaque fois et passer les gens à des chiffres d'affaires de plus de 6 chiffres. Oui. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que vous aussi vous avez eu des échecs? Je crois que vous avez aussi planté des entreprises que vous. Des échecs, il y en a eu plein. Je veux dire, j'ai démarré ma carrière entrepreneuriale à 14 ans, mais j'ai commencé à en vivre seulement qu'à partir de 18. Qu'à partir de 18? Oui. Ok, bon, ça va, oui. J'ai eu quelques petites réussites par-ci par-là, mais non, c'était plein d'échecs. Je me souviens quand j'avais 17 ans, ma présentation, c'était bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans, j'ai monté 4 boîtes, j'en ai vendu 2. Quand je dis que j'en ai vendu 2, c'était projets qu'on a réussi à vendre sur Internet, mais la plupart des projets ont planté. Et comment on fait alors pour ne pas abandonner? Je crois que pour ça, c'est à ce moment-là que vous avez découvert l'importance du lâcher prise. Alors, ce point-là, c'était vraiment le gros point de transformation. Donc, c'était quand j'ai commencé à être commercial dans cette entreprise. Et le taux de vente, de conversion minime pour rester dedans, c'était de 10%. Fallait faire une vente sur 10 appels. Le mien, il était à 2% et quelques après un mois. Donc, un petit coup de stress. Beaucoup de stress. Et
pour la faire très courte, je revenais d'un séminaire avec toute l'équipe et j'avais 3 appels dans la journée. 2 le matin et un dernier le soir. Et je savais que si j'allais pas augmenter très vite mon taux de vente, j'allais partir. Et il y avait cette peur aussi de retomber, entre guillemets, dans une forme de misère, alors qu'on avait commencé à bien... Je n'ai toujours pas pleinement sorti de la misère. Ouais. Parce qu'en tant que commercial... Dans la tête. Comment? Dans la tête, ouais. Dans la tête, Ouais. mais aussi dans la réalité. À cette époque-là, ouais. En tant que commercial, on est payé à la performance. La plupart du temps, on est payé à la performance. Donc, tu vends pas, tu génères pas des revenus. Et donc, et là, la révélation avec la méditation. Oui. Donc, de quelle manière? Vous voyez qu'on vous disait que comment on gère les moments d'échec. Ouais. Ça, c'était un moment d'échec. Ouais. Où ces 2 appels-là du matin, c'était le client parfait qui aurait pu acheter. Et ils ont pas acheté. Et je savais que c'était de ma faute. C'est moi qui ai fait mal le taf. Et à ce moment-là, je me disais que qu'il n'y a rien qui va marcher. Ouais. Ça fait déjà 4 ans qu'on enchaîne les échecs, ça va pas marcher. À la fois, c'est la honte aussi qui revient, le sentiment d'humiliation, et puis de se dire, on peut pas croire au conte de fées. Oui, ça oui. Et surtout, peut-être j'ai un problème. Peut-être ça marche pour les autres, mais peut-être pour moi, ça va pas marcher. Ouais. Et je venais de recevoir les accès à une formation sur le lâcher prise. Et je l'ai ouvert un petit peu, mais par désespoir, par voyant ce que ça va faire. Et la première méditation qui était dedans, c'était une longue méditation. Elle durait 1 heure. Et c'était sur le lâcher prise. Et la méditation était très intense, corporellement parlant. En termes de ressenti, en termes d'émotion, en termes de ce que le corps a pu lâcher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était, en gros, comme si c'était, ça parlait à la mémoire cellulaire? Oui, on peut aller là-dedans. Ouais. Surtout que ça lâchait des choses qui étaient ancrées dans la mémoire cellulaire. Et je pense aussi qu'il y avait un peu de transgénérationnel dedans aussi. Parce que je l'avais commencé en étant assis. Je suis tombé par terre à un moment donné et à la fin, je me suis évanoui. Ah ouais, carrément. Ah oui. Bah, ça donne sacrés effets, la méditation. Alors, c'est pas vraiment alors, la méditation, elle était puissante. Ça, je dis pas. Mais même par la suite, ce que j'avais découvert, c'est que c'est pas la méditation ou l'exercice ou le coach qui compte tant, c'est le niveau de préparation, d'engagement de la personne. Et pour moi, c'était un peu mon dernier espoir. C'était ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Là, j'ai une opportunité en or. Si je la foire là, je sais pas ce qui va marcher. Et c'était un peu vraiment par désespoir. Il y a rien qui a marché. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et dans ces moments de désespoir, c'est là où on a aussi, c'est là où le corps et la psyché est le plus apte à lâcher prise et juste arrêter de contrôler, arrêter de combattre. Vrai. C'est quand en fait il nous arrive des choses difficiles ou à des moments difficiles de vie où on se rend compte que on peut pas répondre, même dans le commercial, même dans le business, par des réponses ultra rationnelles ou en suivant des chemins qui ont déjà été formatés en fait avant. Que là, tout à coup, on s'ouvre à un truc plus spirituel en l'occurrence. Et une des raisons très intéressantes pourquoi ça arrive, c'est que ça demande beaucoup d'énergie à garder ce masque qu'on porte tous. De qui on aimerait être, de la personne qu'on aimerait que les autres nous voient. Ça, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai arrêté le masque social, c'est trop fatigant. Bah oui, c'est trop fatigant. Et dans ces moments de stress, c'est là où on n'a plus l'énergie pour garder ce masque. C'est là où on est fatigué et jouer cette persona et combattre toutes les challenges de la vie et tous les problèmes qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. C'est là, en fait, du coup, où on capte mieux des énergies peut-être différentes, justement, parce qu'on n'a plus ce masque. On n'a plus la vitre qui empêche d'arriver à l'essentiel. Et je dis très souvent, soit on change par décision, soit on change par cataclysme. Le cataclysme, c'est ça. Je suis assez d'accord avec ça. On contrôle, on garde tête, on garde ce masque, et puis à un moment donné, bam! Et là, t'as plus le choix. Et du coup, vous faites cette méditation qui a un effet bœuf, on va dire, sur vous. Et qu'est-ce que ça change derrière au niveau business? Donc je disais, j'avais 3 appels dans la journée. Les 2 le matin, je les foire.
je fais la médite, je m'endors. Bon, je m'évanouis. Je m'endors. Ok. Je me réveille juste avant le dernier appel. Et j'étais un peu déboussolé, encore après la médite. Mais je fais l'appel quand même. Je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé. Et ça close. On fait la vente. La vente a été... Oui. Ok. Et le lendemain, je fais 2 ventes. Ok. Le jour d'après, encore une. Génial. Il suffit de méditer, en fait, pour vendre. Et dans C'est la bien, semaine, je vais continuer la méditation. Dans la semaine, j'en ai fait 8. Ah ouais. Bon, bien. les 3 semaines d'après, j'ai plus rien fait. Ouais. C'était Ouais. les roller coasters. Mais dans la semaine, j'avais fait 8. Donc, oui, sur le coup, ça avait marché. Et c'est là où j'ai acheté l'idée de lâcher prise. C'est là où ça m'a percuté. Et c'est ce que j'ai pu voir par la suite avec les clients que j'avais formés. Notamment, on parlait juste à l'instant de la peur du rejet, de la solitude et aussi la question de la légitimité. C'est aussi à travers des méditations où on lâche ça de manière corporelle parce que c'est pas conscient. Vous le savez, la plupart des gens qui étudient ça un petit peu, c'est pas conscient. On peut pas juste se dire, bon, j'arrête d'avoir peur. Bon courage. Oui. Rendez-vous dans quelques minutes ou quelques heures. Donc, on a besoin de passer par l'émotionnel pour se libérer de ça, en tout cas changer quelque chose. Parce que le changement n'est jamais mental. Il est très rarement mental. Très rarement. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'ouvrent comme ça à l'intelligence émotionnelle parce qu'ils commencent à se rendre compte que à un moment donné, en effet, ils arrivent à un certain plafond et comment est-ce qu'ils vont évoluer derrière. Alors vous, grâce à ça, c'est comme ça que vous avez commencé à générer des business jusqu'à plus de 100K. Comment ça s'est passé ensuite? Donc vous coachez énormément de gens, ça marche très bien au niveau financier. Et puis là tout à coup vous dites ok, bah finalement j'ai atteint le max de ce que je pouvais faire dans ce type d'activité, on va dire. J'ai atteint un plafond. Alors c'est quoi déjà atteindre un plafond en fait? Alors le plafond déjà il est personnel. Ouais. À chacun. Bon, il y a des plafonds réels d'industrie. Oui. Et de marché. Je veux dire, on prend le marché du coaching, par exemple. Le plafond, si on le fait en France, en tout cas, sur la francophonie, il va être beaucoup plus petit que si on le fait en anglais. Ce qui fait qu'il y a un marché plus grand. Donc, il y a des plafonds, on va dire réels, d'un point de vue de marché, combien de potentiels acheteurs il y a. Et puis, il y a des plafonds personnels. Soit qui sont inconscients, soit qui sont par choix. Le mien, il était un petit peu par choix. Je suis arrivé à un point où je générais entre 20 et 30 000 par mois, 30 000 euros par mois. C'est plutôt chouette. C'était sympa. C'était pas pendant longtemps. C'était un bon départ. Sympa. Oui, c'était un bon départ. Sachant qu'au début de l'année, j'étais à 1000 euros et quelques. Ouais. J'ai eu un grand creux. Et d'ailleurs, le saut était aussi après un séminaire et un travail intérieur. Et j'étais sur une croisière. J'étais sur une belle croisière et je commençais à parler un peu aux gens autour. J'ai réalisé que la plupart des gens, ils avaient 2 fois mon âge. Et c'est sur cette croisière-là que je me suis rendu compte, Valentin, t'es vraiment pauvre. Et c'est pas pour paraître prétentieux, je savais que j'étais pas riche. Pauvre dans quel sens? Financièrement. Ok. Financièrement. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui généraient en une journée ou en quelques jours ce que moi je faisais en un mois. Ouais. Et ça ouvre d'autres portes aussi. Ça ouvre d'autres portes. portes. Et on peut faire une petite parenthèse, la question de l'environnement. Ouais. Ça, on va en reparler, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'après vous avez appris sur le chemin et qui sont... Oui. Et ça, c'était un de ces changements environnementaux où, pendant 8 semaines, j'étais dans ce monde d'abondance. Ouais. Il y avait d'abondance partout autour de moi. Et où je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais, c'est ça. En fait, c'est d'avoir devant les yeux des choses qui vous montrent que c'est possible. Alors qu'avant, peut-être, on vous avait maintenu dans certaines croyances. Le conte de fées n'existe pas, qui font que, on se dit, on peut pas avancer sur ce chemin. Tout à fait. Mais du coup, quand on voit ça. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, je crois, après, parce que par la suite, il y a beaucoup de millionnaires même qui vous ont milliardaires qui vous ont demandé d'être coachés par vous, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant d'être coaché par, on va dire, un gamin de 18 ans ou encore de 22 ans.
Mais ce qu'ils viennent chercher chez vous, c'est des choses justement que vous avez réussi à faire sauter au niveau des croyances limitantes. Et vous, inversement, vous êtes allé chercher chez eux des clés pour évoluer côté business, qui ont d'abord été la modélisation, je crois. On en parlait un petit peu tout à l'heure, la modélisation. Alors, la modélisation, c'est un truc que j'avais appris assez tôt. Ouais. C'est un truc qu'on va découvrir très vite, que ce soit dans le développement personnel ou dans le développement business, commercial. Si on veut réussir quelque chose, trouvons une personne qui a déjà fait ça, et on va essayer de la modéliser du plus en gros, on regarde comment elle a fait, quel a été son chemin, et puis on essaye de faire pareil, quoi. Oui, exactement. On essaie de faire les mêmes offres, les mêmes. Ouais. On va essayer de ne pas copier, mais en tout cas modéliser. Oui, vraiment modéliser à fond. Et ça passe aussi par beaucoup de rencontres, du coup, parce que vous, par exemple, je crois que on en avait déjà parlé, mais vous avez eu plein de mentors. Oui. En gros, vous changez de mentor à peu près tous les 1 an et demi. C'est pas conscient, c'était pas par choix, ouais. Mais c'est ce qui se passait. Et j'ai un très bon ami j'aime bien sa phrase, il dit tout le temps, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est vrai. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Et c'est ça, cette idée d'être tous connectés et que voilà, à un moment donné, on connecte parfaitement à une personne. Et surtout, en termes de ce qu'on peut partager, apprendre des uns et des autres. Je veux dire, aujourd'hui, mon associé, lui, c'est un monstre en termes de business. Ouais. Il est beaucoup plus performant que moi. Et j'apprends énormément de lui. Par contre, en termes d'intelligence émotionnelle et interaction avec les gens, là, c'est moi où il lui apprend plutôt de choses. Donc, on a tous des compétences, des expériences très complémentaires où on peut apprendre des uns et des autres. Et ça, c'est juste ma croyance. Mais je pense, et c'est juste une croyance, peut-être elle est fausse, que plus on a de la proximité avec quelqu'un qui a développé quelque chose, plus on va capter un petit peu cette énergie et du coup s'imprégner d'elle et du coup développer la même compétence ou en tout cas la même énergie ou la même vibration un peu de manière inconsciente. Je crois beaucoup à ça. On dit que c'est ce qu'on appelle les empreintes, que quelqu'un pose sur vous, en fait, une empreinte ADN. Oui. Et c'est valable d'ailleurs dans un couple aussi. Hein. C'est pour ça que, par exemple, quand on se sépare de quelqu'un, on a beaucoup de mal au-delà de l'amour ou de l'attachement. C'est parce on a encore l'empreinte ADN de la personne sur nous. Donc, faut arriver à... Bah, d'ailleurs, c'est pareil dans le business. C'est très marrant que vous disiez ça, parce que, notamment avec la plupart des clients que j'ai eus, qui sont venus pour développer, en tout cas travailler sur des croyances pour développer leur entreprise, 7, 8 fois sur 10, on travaille sur le couple. On démarre par l'entreprise, on arrive toujours au couple. C'est drôle. Parce que, et j'ai un ancien mentor qui me disait, tout problème business est juste un reflet de tes problèmes personnels. Et si tu as un problème business qui dure depuis quelques semaines ou quelques mois et que tu n'arrives pas à résoudre, c'est pas un problème business. C'est un problème personnel qui a des répercussions sur ton business. Finalement, plus on grandit intérieurement, plus on se sent bien, plus on est bien entouré, etc., plus on a un bon business, quoi. En gros, le business, finalement, c'est un peu le reflet du fait qu'on aille bien. On peut résumer ça comme ça. On pourrait... À définir qu'est-ce que ça veut dire aller bien. Ouais. Bien sûr. Ça dépend pour... chacun a sa propre définition de ça, j'imagine. Tout à fait. Et j'aimerais juste mettre une petite parenthèse ici. Aller bien n'est pas forcément, ça veut pas forcément dire être tout le temps confortable. Ouais. Ça veut pas forcément dire chasser, parce que c'est un truc que je vois souvent. On confond le bonheur ou l'accomplissement ou la joie, appelons-le comme on veut, avec des échappatoires temporels. Où on va chercher un certain spike émotionnel ou une certaine émotion, mais qui va durer juste à court terme. L'adrénaline d'avoir une belle voiture, des trucs comme ça, quoi. Soit l'adrénaline, de vivre à Dubaï. soit ça, soit un nouveau partenaire, soit... Ouais. Vous, votre premier mentor, ça a été, je crois, un thérapeute. Oui. Jean-Marie Zoubiré. Jean-Marie Zoubiré. Zoubiré, ouais. Donc c'est un monsieur qui n'est pas du tout connu. Ouais. Mais c'est le monsieur qui m'a le plus apporté
sur les premières années. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a appris parce que c'est drôle que ce soit un thérapeute qui devienne votre mentor alors que vous voulez aller vers le business, quoi. Alors, c'est là où j'ai vite compris que l'un, en tout cas, mais c'est juste encore une fois ma croyance, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Surtout avec tout le bagage émotionnel et tout le bagage de croyances et tout le poids que je portais. En tout cas, pour mon cas, l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et on revient au même. Les problèmes de notre business sont juste des problèmes personnels qui débordent. Et je l'ai rencontré dans un événement à Paris. Et lui, on se voyait à peu près tous les 6 mois. Il mettait mes 4 vérités en face. Je prenais peur. Et je le bloquais de partout. Et pendant 6 mois, c'était silence. Et quelques mois plus tard, je commençais à piger ce qu'il voulait dire. Et là, je me disais, OK, je crois qu'il a raison. Du coup, je retournais. Et c'était comme ça pendant à peu près 2 ans et demi, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je crois que on va faire face à la peur et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là où je me suis fait accompagner pendant une durée plus longue par lui. Après, vous avez eu Julien Musy. Alors, Julien Musy qui a lancé pas mal de choses dans le domaine du développement personnel et du coaching. Oui. Avec qui vous avez travaillé et qui vous a beaucoup apporté aussi. Alors, vous en avez retiré quoi? Julien, c'est un personnage. Mais comment vous dites ça? C'est un personnage. Dans quel sens? Dans le bon sens, dans un très bon sens. Alors, je sais pas si j'ai appris ça de manière directe ou indirecte, mais chez Julien, j'ai appris que la fidélité... Il y a du suspense. La fidélité. La fidélité, surtout dans le monde du travail, on ne la gagne pas par l'argent. Ouais. Donc ça veut dire par exemple que on va pas, quand on est un chef d'entreprise, c'est pas uniquement par l'argent qu'on va retenir ses équipes, quoi. Ça dépend de la motivation personnelle et profonde et intrinsèque de la personne. C'est ce que par la suite j'ai pu recréer, notamment avec l'équipe de vente dont on a parlé tout à l'heure. On est passé de 50 000 € par mois à 100 000 en espace de 6 mois. Juste, en tout cas, mon pôle d'influence était juste la partie commerciale, recruter des commerciaux, les former pour les virer, les entretenir. Et la manière dont on a fait ça, 70% du temps, on parlait même pas de la vente. On parlait même pas de technique, de compétences de vente. De quoi vous parliez alors? Parce que ça, il les a appris très vite. On parlait de eux. Mmh. Et ça s'est passé un peu de manière naturelle, mais je pense que c'est par ma personnalité. On a créé une équipe qui était passionnée naturellement par l'être humain, par la compréhension de l'être humain. Et ils étaient naturellement motivés pour travailler sur eux. Et c'est pour ça qu'ils restaient. De 2, parce qu'ils étaient passionnés par le travail personnel, donc ils évoluaient, ce qui fait que les résultats commerciaux, ils évoluaient aussi. Mais c'était pas le but, c'était la conséquence. Et c'est ça le leçon que j'ai appris chez Julien. J'avais pas resté avec lui pour l'argent, et beaucoup de gens, ils étaient pas là-bas pour l'argent. Ils étaient là-bas pour leurs objectifs personnels, qui sont, on va dire, un petit peu égoïstes, par contre, qui viennent en parfait alignement avec les objectifs de l'entreprise. Mmh. Et pour moi, peut-être j'ai tort. J'ai encore beaucoup à apprendre ici. Mais ma croyance, c'est que le meilleur moyen de manager une équipe, c'est d'identifier, ou de la créer une équipe, c'est d'identifier quels sont leurs objectifs, valeurs et, on va dire, leur mission intrinsèque. Leur motivation, quoi, finalement. Oui, mais qui est très égoïste. Ouais. Et c'est OK que ce soit égoïste. Et raligner ça avec la mission et les objectifs de l'entreprise. Mmh. Et si l'un peut nourrir l'autre, les deux vont réussir. Il y a Stéphane Sauzet aussi qui vous a beaucoup inspiré.
Qui c'est et pourquoi, en fait? Et qu'est-ce qui vous a apporté en termes de développement personnel? Alors, Stéphane De clés? Sauzet, c'est un thérapeute et qui est coach. Et c'est un coach de chef d'entreprise. Il coach beaucoup de chefs d'entreprise. Et il est sur Paris. Et lui, la première rencontre, je l'ai eu avec lui il y a 16 ans. C'est un peu comme avec Jean-Marie. Il m'avait mis un peu mes 4 vérités et j'ai pris peur. Pendant 12 ans, je l'ai plus vu. 12 ans plus tard, je me suis rappelé, je suis revenu. C'est bien, un homme qui reconnaît ça. Et j'ai fait un séminaire avec lui. Et c'était un séminaire qui n'avait absolument rien à voir avec le business. Et c'est un séminaire où mon intention que j'avais mis n'avait absolument rien à voir avec le business. Et 2 semaines après ce séminaire-là, j'ai dépassé mon premier mois à plus de 10 000 euros. C'est quoi la baguette magique, alors? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous a transmis, lui, quand vous y réfléchissez, ou vous dites, bah vraiment, ça, c'est ce qui m'a aidé, et qui pourrait aussi aider, en fait, des thérapeutes qui regardent. Alors, je pourrais dire plein de choses logiques, Ouais. techniques que j'observe qui m'a transmis parce que j'ai appris énormément de lui. Parce que je l'ai côtoyé plus après ce séminaire, surtout après avoir vu le résultat. Mais je pense que la réponse, par contre, elle va pas être très satisfaisante. Ok, Je allons-y. préviens. On verra. Je pense que la chose la plus importante qu'il a apportée, c'est il a créé un environnement où il mettait toutes les chances de nos côtés pour réussir à transformer. Et je pense que c'est la responsabilité principale d'un coach ou d'une personne qui accompagne quelqu'un. On ne peut pas faire le travail à sa place, par contre. Le mieux qu'on peut faire, c'est le mettre dans un environnement où on prône tout. On revient à la notion de l'environnement. Ouais, c'est intéressant parce que... Où on prône tout pour maximiser ses chances de réussir. Et quand vous parlez d'environnement, alors c'est quoi, par exemple, un environnement maximal pour réussir? Ça dépend. Maximiser. Réussir dans quoi? Est-ce qu'on parle business ou est-ce qu'on parle intérieur? Là, on va parler business, parce qu'on veut aider des entrepreneurs. Si on parle business, ou même des entrepreneurs qui ont déjà réussi, même des gens qui sont dans des grosses boîtes et qui ont l'impression d'être bloqués. Hein. Si on parle business, alors pour moi, ça va être principalement les gens auxquels on s'entoure. Ouais, ça c'est très important. On dit qu'on est le produit des 5 personnes qu'on fréquente le plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et si on parle business, alors je pense que c'est le principal. Ouais. Parce que on travaille, bon, de plus en plus, surtout après Covid, il y a le télétravail qui est de plus en plus, on va dire, important, ou en tout cas présent. Et si on parle de télétravail, là, on peut créer un environnement, son bureau ou sa maison, qui nous pousse à aller plus loin. Notamment, par exemple, une habitude que j'avais pris, qui m'aide bien personnellement, c'est toutes les citations ou les prises de conscience les plus importantes, où je me dis, waouh, là, il y a vraiment quelque chose. Je les note sur des feuilles et je les colle partout dans ma maison. Ok. Et c'est juste là. Je les lis pas forcément, mais c'est juste là. Et je sais que ça m'imprègne. Ouais, c'est une forme de mood board, hein, finalement. Oui. Ouais. Et tableau de visualisation. Tout à fait. Mais en post-it. Tout à fait. Mais si on parle du monde du travail, on va dire habituel, alors c'est les gens. Il y a aussi cette idée dans l'environnement d'avoir peut-être quelque chose autour de soi qui est valorisant, qui est beau, où on se sent bien. Je sais que vous avez beaucoup recherché ça parce que d'abord vous avez énormément voyagé. Vous avez fait du business dans plein de pays différents. Alors, je passe encore une bonne partie de mon temps dans les îles Canaries. Ouais. D'ailleurs, vous êtes arrivé pour venir nous voir en avion hier soir. Oui. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et j'ai cru pendant longtemps que j'aime la montagne. Avant les îles Canaries, j'étais en Andorre. Ouais. Là-bas, j'ai compris que j'aime pas du tout la montagne. Et en Moldavie, il y a beaucoup de montagnes? Non, c'est très plat. C'est vraiment très plat. On a beaucoup de champs. Et je me dis, je savais que j'aime bien la mer, mais je savais pas à quel point je l'aimais. Donc, j'ai pas commencé à habiter à Tenerife. Et là, j'ai eu aussi une prise de conscience. Et
l'environnement où on est physique, où on habite, les gens qui y a autour, l'énergie qu'il y a autour, la température, je pense, ça joue énormément. Pour moi, ça a un impact. Ça a un impact fort sur votre business? Parce que du coup, pour resituer, en ce moment, vous faites beaucoup d'e-commerce. Oui. Vous êtes associé donc avec un autre entrepreneur à succès qui a fait des chiffres d'affaires de plus de 10 millions. Oui. C'est bien ça, hein, je me trompe pas dans les chiffres. Oui. On a fait presque 10 millions dans les derniers 3 ans. Voilà. Et est-ce que donc vous pouvez travailler en télétravail, chacun. Oui. Est-ce que ça vous a permis aussi cet environnement finalement d'arriver à avoir un meilleur business? Oui, ça impacte mais indirectement. Dans le sens où quand on a fini la journée, ou quand on prend une demi-journée off, et que c'est vraiment stressant, où il y a beaucoup de pression, aller ou à quelques dizaines de mètres dans l'océan, être tout seul sur un paddle ou sur une canoë, et que tu es tout seul, ça aide. Ça aide peut-être à bon déjà à s'aérer, hein, ça aide à lâcher, ça fait du bien. Ça aide à être seul. Ouais. Ce qui est, je trouve, dur, surtout dans les grandes villes aujourd'hui, à trouver un endroit où tu es toi, seul, avec toi-même. Et il y a une phrase que j'adore, face aux grandes décisions, on est tout seul. Donc on doit prendre ses grandes décisions sur un paddle. Comment? On doit prendre ses grandes décisions sur un paddle. Je vais y penser. C'est un bon moyen, franchement, c'est un bon moyen. Ouais, puis ça doit booster aussi la créativité. Hein. Et oui. Et l'humeur. Parce que, bon, on prend les îles Canaries, c'est une destination très touristique. Donc, on sort dehors, la plupart des gens, ils sont en vacances. Donc, on prend un petit peu de cette énergie pendant les heures qu'on passe dehors. Finalement, quand on fait du business, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que il faut pas uniquement être dans le stress, dans l'action, etc. Mais il faut aussi apprendre à, on va dire, kiffer le processus. Alors, c'était ma philosophie pendant très longtemps et je m'attache encore à elle. Au fait que l'homme qui aime marcher va marcher beaucoup plus loin. L'homme qui aime marcher. Qui aime marcher, ouais. Va marcher beaucoup plus loin. Ouais. Que l'homme qui veut marcher juste pour le résultat. Je pense qu'en termes de sprint, quand je dis sprint, c'est une courte période de temps. Quand je dis courte, 1 an et demi, 2 ans. Je pense qu'un être humain pourrait tenir, peut-être plus, en fonction de chacun. C'est les traders. C'est les traders, oui. C'est ça. Il pourrait tenir à être constamment sous pression non-stop. Mais pour moi, le moyen le plus, on va dire, écologique et surtout sûr, et c'est juste mon expérience, pour être performant dans la durée, c'est de kiffer ce qu'on fait. Et kiffer, ça veut pas dire juste chercher ce qui est sympa. Kiffer, c'est aussi kiffer les parties qui sont moins sympas, qui sont plus dures, qui sont complexes. Je me souviens au début du coaching, j'étais pas très performant dans ma capacité à coacher les gens, mais j'adorais tellement ça, je pouvais enchaîner 10, 11, 12 coachings dans une journée, d'affilée, sans pause, 12 personnes différentes. Et oui, à la fin, j'étais claqué. Mais j'adorais tellement le processus que ça me donnait de l'énergie. Et je pense faire ça, mais sans le plaisir, ou en tout cas l'adrénaline et la quête de ce qu'on cherche, ça serait pas possible. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi alors, une journée de travail de Valentin? C'est très ennuyant. Avec le paddle, ça n'a pas l'air si ennuyant que ça. Le paddle, c'est une fois tous les 2 semaines, une fois par mois. C'est très ennuyant. Je préfère travailler plus tard et je suis pas du tout matinal, donc je commence mes journées de travail entre 9 et 10 heures et j'enchaîne jusqu'à... Ça va, c'est pas non plus hyper tard. Enfin, je veux dire, en France, les gens, bon, ça dépend quelle personne, mais... Si on parle de chef d'entreprise, souvent dans les entreprises, ils commencent à 9 heures, si, quand même, il y en a pas mal en France. Enfin, ok. 9-10 heures, et ensuite? J'enchaîne. Il n'y a pas vraiment de pause. Je préfère manger pendant que je travaille. Ouais. Il n'y a vraiment pas de pause. J'enchaîne jusqu'à 9 heures la plupart du temps. Très souvent, je dépasse jusqu'à minuit. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est des grosses journées de boulot, quoi. Oui, mais
On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai mon associé qui est beaucoup plus performant, du coup, il me pousse à, on va dire, être plus performant dans le business. Moi, au contraire, plus sur le côté social. Donc, c'est une nouvelle expérience. C'est pas quelque chose que je fais depuis longtemps. C'est une nouvelle expérience. Et c'est bien ou pas comme expérience? Rendez-vous d'ici 1 an. Ok. Je sais pas. On verra. Est-ce que, du coup, vous bossez de votre bureau? Oui, c'est de chez moi. Devant l'ordi, quoi. Oui, devant l'ordi. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous mettez sur votre bureau pour que, je sais pas, ça rappelle le développement personnel ou ça vous aide à ouvrir les chakras, on va dire? À part le Dreamboard. Ouais. Et tous les post-it là avec toutes les phrases qui me font vraiment réfléchir, il n'y a pas grand-chose. La visualisation créative. Oui. Et vous avez des rituels? Parce qu'on dit que tous les entrepreneurs, visiblement, ont des rituels. Alors, sur ce coup-là, Ouais. Mon avis, et encore une fois, c'est juste le mien personnel, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Dans le sens où, si ça n'a pas de sens pour soi, il n'y a aucun intérêt à le faire. J'avais une période, et surtout, quand on rentre dans le développement personnel, on va très vite rentrer sur des concepts comme, par exemple, Morning Miracle. Il y a un livre c'est de ça, ouais. Ou la routine Oui, matinale. il faut se lever à 5h du mat et être à fond. Oh là là, je veux dire. Je l'ai fait un moment, mais On arrive à la fin. sur la durée, c'est pas simple. On arrive avec des rituels matinales qui durent 12 heures. On se réveille à 5 heures, faut faire son sport, douche froide, méditation, écrire ses gratitudes. Je peux pas la douche froide. Ouais, je veux dire, ça donne pas envie, quoi. Ouais. On se réveille le matin, juste en pensant aux 12 heures qu'on a à faire de la routine, on n'a pas envie de commencer sa journée. Du coup, pour moi, oui, j'ai quelques rituels. Comme quoi? C'est juste le soir, j'écris mes gratitudes. Ouais. J'écris 3 objectifs. Ok. Et le matin, c'est sport, mais court, intensif, 15-20 minutes, et douche froide. À la maison? Oui, à la maison. À la maison. Ah, une douche froide quand même. Hein. Oui, et puis travail direct. La douche froide, parce que j'y trouve le sens. Ok. Donc pour moi, pour les routines, pour chacun, c'est attester et avoir ce qui fait sens. Mais à surtout pas prendre 15 habitudes d'un coup et les mettre en une routine de 2 heures. Et si vous aviez 3 conseils à donner alors aux entrepreneurs qui, soit ceux qui ont envie de s'ouvrir plus en alliant bien business, spiritualité, soit ceux qui sont vraiment, on va dire, allergiques au business et qui pourtant, dans les réalités de la vie, on va dire, hein, sont obligés aussi de trouver des clés. Ça serait lesquels? Oui, ça serait le top. Sois sûr de ce que tu veux. On a tous des envies, et moi compris, quand je dis ça, on est très rarement vraiment au clair et sûr de ce qu'on veut. Et quand je dis être sûr de ce qu'on veut, on a besoin d'une dose de réalisme dedans. C'est-à-dire que, ok, je veux ça, mais quel est le prix à payer pour arriver à ça? Quels sont les sacrifices que j'ai besoin de faire pour arriver à ça? Et tu as besoin d'être très au clair avec tout le package. Et être au clair avec le fait que je souhaite tout le package. Ça veut dire aussi ne pas s'éparpiller, du coup? Oui. Un peu, ouais. On peut avoir, et ici une autre phrase que j'adore, c'est on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais on peut pas avoir tout. Et je pense, encore une fois, peut-être j'ai tort, mais que quand on cherche l'excellence dans un domaine, que ce soit le couple, que ce soit l'entrepreneuriat, ou que ce soit le sport, mais un domaine, les autres, ils vont prendre un petit coup. On espère peut-être pas pendant longtemps. Ouais, que ça va se rééquilibrer. Sur une période de temps. Et il peut pas avoir 2 priorités. Il y a à chaque instant qu'une seule priorité. Il y a une hiérarchie. Et peut-être, on a plusieurs objectifs qui nous tiennent à cœur, mais il y a une hiérarchie. Il y en a un qui est le premier, le plus important. Et la deuxième clé, alors, ce serait quoi? La deuxième, c'est une fois qu'on a la clarté, on va trouver quelqu'un qui a déjà fait. La modélisation. Oui. Dont on a parlé. Et idéalement, mais ça c'est vraiment un luxe, idéalement, quelqu'un qui l'a fait d'une manière qui t'inspire ou avec laquelle tu résonnes. Il y a une infinité de moyens d'échouer, mais il n'y a pas qu'une seule pour réussir.
Et je pense qu'un conseil qui a marché très bien pour quelqu'un peut être un conseil qui est dévastateur pour quelqu'un d'autre. Pour la simple bonne raison que c'est deux personnalités complètement différentes et juste, ça va pas matcher. Donc, trouve quelqu'un qui a déjà ce que tu veux, idéalement, qu'il atteint de la manière dont tu veux. C'est pas forcément toujours hyper simple de les Pas du tout. contacter. Enfin, moi, je vois par exemple, si je prends mon cas, on va dire, ça sera Oprah Winfrey. Donc, Ouais. comment je fais pour aller la voir? Bah, déjà, Pour l'instant. on n'est pas obligé de la contacter tout de suite. Ouais. Mais déjà, Oprah Winfrey, elle a écrit plein de bouquins. Mm. De deux, il y a des... Je connais pas de près ce personnage, mais je pense qu'il y a des milliers d'heures de contenu avec elle. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de quand on est avec quelqu'un, quand on prend un peu son empreinte énergétique. Et pour moi, ce serait étudier tout ce qu'on peut trouver sur sa biographie, sur ce qu'elle a fait, et surtout se mettre en immersion avec elle. C'est-à-dire, on prend sa douche, on mange, on écoute ses podcasts, ou ses livres, ou ses émissions. Ok. Et être en immersion avec elle. Et à un moment donné, le subconscient, il va prendre des petits trucs. Ce qui fait que par la suite, d'ici quelques mois ou quelques années, il y aura moyen de la rencontrer. Ouais, j'ai fait ça d'une autre manière, mais comment dire, en méditation et en utilisant la médiumnité. Donc ça, c'est encore autre chose. Visualisation créative aussi. Aussi, ouais, bien sûr, ouais. Et la troisième clé, Valentin? Arrête de réfléchir, elle jette-toi dedans. Ah ouais, l'action, quoi. C'est même pas l'action, c'est juste va le faire. Tellement de gens qui, je pense même pas que c'est de la procrastination, c'est juste on veut la faire de manière tellement parfaite et on a tellement peur que ça va échouer. Ça marche d'ailleurs très bien pour la vente. Si on n'arrive pas à vendre, on se dit le prochain appel que j'ai, c'est garanti, je vais le foirer. Tout ce que je vais faire, personne sur cette terre pourrait vendre. Ça me permet de détacher du résultat et de juste y aller sans attendre. Ah ouais? Ça fait pas de la visualisation négative? Pas vraiment parce qu'on se donne une limite. On se dit le prochain ou les prochains 3, ils vont pas marcher. Et c'est un truc que dans la vente, j'ai vu, ça marche très souvent. Parce que les gens, ils sont tellement accrochés au résultat, ils veulent tellement que ça marche. Je peux prendre un exemple un petit peu, on va dire, plus ouais. sûr? Oui, bah oui, un exemple concret, c'est très bien. Je peux poser une question personnelle? Ouais, pas bien personnelle, sûr. ok. Bon, ça dépend laquelle, mais on va voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de avoir un homme avec lequel vous interagissez et vous voyez que tout ce qu'il fait, c'est juste pour être avec vous, juste pour avoir on va dire, un rapport plus intime avec vous. Ouais, ça nous arrive souvent, ouais, en tant que femme, ouais. Ça donne envie? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il s'intéresse pas vraiment à nous. Exactement. Pour moi, la vie fonctionne pareil. Et la ligne qui est extrêmement fine, elle est extrêmement dure, mais qui est pour moi cruciale, c'est vouloir être sûr avec ce qu'on veut, le souhaiter, mais sans être attaché. Parce que l'attachement, c'est cette emprise qu'on prend, et de la même manière qu'une femme saute comme un bout de viande. Très souvent, quand je donne cet exemple, on me dit, je me sens comme un bout de viande. Soit. De plus en plus dans cette société. Soit utilisé. Pour moi, l'objectif, et si on y va sur un truc plus perché, je pense que s'il y a un dieu, c'est une femme, c'est pas un homme. Bon, ça me va. Parce que pour moi, la vie fonctionne comme ça. Quand t'es attaché et t'es accroché à un truc à tout prix, tu l'auras pas. Je vois très bien parce que c'est ce que dit le physicien quantique Vadim Zeland. Oui. Je sais pas si tu connais. J'adore. Ouais, okay. Reality Transferring. Transurfing, ouais, qui a écrit Transurfing et qui parle de justement de potentiel en excès. Quand on veut trop quelque chose, qu'on est trop sur ce truc-là, ben voilà, on foire quoi. Oui, exactement. Ça serait le troisième conseil, juste lance-toi. Alors, tous les entrepreneurs ont leur propre pilule magique pour avoir la boss vibe. On va voir quelle est la boss vibe de Valentin. La boss vibe? Alors, la boss vibe de Valentin, c'est tout ce qui vous fait du bien, justement, au niveau environnement. Donc, quel est le film qui peut faire du bien pour avancer dans sa vie, dans son business?
Mon film préféré que j'ai regardé, c'est pas mon film préféré, mais c'est le film le plus impactant. Je l'ai regardé 4 ou 5 fois et à chaque fois, je prends davantage des clés. Ça s'appelle Le Guerrier Pacifique. Ok. C'est un film qui a été On est ici. recommandé par Jean-Marie Zuberi. Ok. Et Je vais le regarder. il a changé ma vie, ce film. Ah, vraiment? Oui. La première fois que je l'ai regardé, je me suis pris plein de claques. Je me suis dit, waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de leçons dedans, dans chaque scène. Mais la première qui m'a le plus impacté, je pense, c'est cette chose-là de tant que tu es accroché à quelque chose à tout prix, tu l'auras pas. On revient à la question de lâcher prise, c'est avoir confiance et certitude dans le fait que tu pourrais l'avoir, mais sans être accroché et attaché. Et c'est tellement dur, c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement dur à faire. Mais ce film, là, il illustre vraiment très bien le pouvoir du lâcher prise et surtout le fait qu'on peut atteindre l'excellence, mais sans la pression intérieure qu'on se met pour l'atteindre à tout prix. Une musique? Experience, Ludovico Einaudi. Que je connais pas non plus, que je vais écouter. Sur plein de méditations et elle me fait partir cette musique. C'est un compositeur et il a juste des musiques très, très épiques, très spirituelles. Il y a vraiment une dose spirituelle dedans. S'il y avait un livre vraiment à lire. Alors, je cherche encore le livre qui va me faire l'effet du film. Je l'ai pas encore trouvé. Donc, j'ai pas de livre préféré ou trop impactant. Par contre, s'il y en a un qui m'a fait quand même pas mal réfléchir les derniers temps, c'est, en français, je pense que ça se traduirait Les secrets de l'esprit millionnaire de T. Harv Eker. Ok, je vois. Celui-là. Et pourquoi? Parce que la manière dont il est structuré, c'est le livre le mieux structuré que j'ai trouvé jusqu'aujourd'hui. Dans le sens où, lui, sa définition, c'est, déjà, lui, sa philosophie, c'est notre revenu peut grandir seulement au niveau où nous on grandit et que notre avenir financier dépend des fichiers liés à l'argent qu'on a dans notre esprit. Et donc, il donne une liste concrète de mauvais fichiers que la plupart des gens ont à enlever et des fichiers plus, je vais pas dire les bonnes, mais plus qui te donnent plus du pouvoir avec lesquels on pourrait les remplacer. Parfait. On va les noter tous. Et se les accrocher au-dessus du bureau. C'est ça, exactement. Alors, on va revenir à quelque chose d'hyper concret pour aider aussi les entrepreneurs. Les 3 applis vraiment à avoir dans son téléphone. Yes. Evernote, Todoist et Sunsama. S-U-N-S-M-A. Ça sert à quoi? Evernote, c'est... Alors... Celle-ci, c'est... Ça, c'est Sunsama. Sunsama. Sunsama, ça permet... Elle va très bien avec Todoist ensemble. Donc, Todoist permet de mettre toutes ces tâches, que ce soit personnelles, professionnelles ou autres. Sous forme de liste? Sous forme de liste, oui. Ok. Bien les catégoriser. On peut rendre les choses très compliquées comme très simples. Et on peut la connecter avec Sunsama, ce qui permet, fin de chaque journée, quand on prépare le lendemain ou chaque dimanche quand on prépare sa semaine, de connecter, de voir directement toutes les tâches qu'on a et les répartir dans son agenda. Leur afficher un créneau sur combien de temps on pense que ça va nous prendre. Ce qui permet de, sans prendre son téléphone à chaque fois, aller dans l'agenda, mettre une tâche à faire. Ça permet juste de la noter très vite sur son Todoist. Et puis, quand on fait sa planification, bien les ranger pour voir qu'est-ce qui est le plus prioritaire parmi tout ce bordel que j'ai à faire. Et les catégoriser. Mais du coup, Evernote, c'est pour prendre des notes, Evernote? Oui, c'est aussi simple que ça. C'est pour prendre des notes. C'est juste la manière dont je l'utilise. Ouais, parce que en quoi c'est mieux que l'appli qu'on a déjà dans le téléphone, en fait? C'est juste Ty Lopez qui m'avait... parce que dans la formation de 67 pas, il y avait une vidéo sur les top applis à avoir. Ouais. Il y avait Evernote dedans. J'ai commencé à l'utiliser et c'est juste ma banque de connaissances aujourd'hui, Evernote. C'est la quintessence de tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, je la mets dedans. C'est plusieurs listes sur plusieurs sujets qui me tient à cœur. Dès que j'apprends un truc qui est vraiment percutant, je le note dedans. Ce qui fait que, personnellement, ça permet d'avoir des banques de connaissances sur les sujets qui m'intéressent, dans lesquels je peux aller piocher à chaque fois. Ok. Bah, merci beaucoup, Valentin. Merci, Christelle.
C'est chouette en fait de voir qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent, on va dire sur le plan financier et qui en même temps, sans avoir la grosse tête, qui peuvent rester connectés. Et ce qui est chouette surtout, c'est de se dire que bien-être et succès peuvent être vraiment des alliés puissants pour avancer dans son business. Donc on en prend tous de la graine, je pense. Voilà, nous. Notre première émission donc se termine. Je voulais remercier Marc Leval d'ABC Talk qui m'a permis donc de faire cette émission, cette série d'émissions, et puis Mohamed à la réalisation. On se retrouve nous très très vite. N'oubliez pas que chaque décision que vous prenez et qui vous relie à la prospérité, eh bien elle est liée vraiment à quelque chose de très intérieur sur lequel vous travaillez. Donc, restez connectés et faites du bon business parce que le business positif, c'est chouette.